Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Fast Time. Aujourd'hui, on va être en appel avec Major Mineur, producteur pour Lord Esperanza et pour Lompal sur le son Bécane, mais qui fait aussi ses projets personnels à côté. Je voulais commencer par te demander comment tu t'es lancé dans la musique. Je sais pas si on se lance vraiment dans la musique. Je pense que c'est plutôt une passion, un intérêt, un truc qui grandit en toi et à un moment ou l'autre, il faut bien faire quelque chose de sa vie et du coup, tu regardes quelles sont les choses qui te font vraiment kiffer et il s'avère que pour moi, la musique était un des trucs les plus évidents, quoi. Parce que toi, au niveau familial, ton cadre, t'étais encadré par des gens qui étaient déjà un peu dans la musique ou pas du tout ? Non, pas du tout. Moi, je viens d'une famille, tu sais, chez moi, j'ai grandi dans la matrice pure et parfaite. Hein. Mes parents, ils ont un boulot de marketing. Ma mère, à 14 ans, elle m'a dit, tu feras du marketing. La musique, c'était la 10e conversation quand j'avais mes parents une fois tous les 6 mois au téléphone. Donc, maintenant que ça marche et maintenant que les choses sont devenues plus cool, ouais, c'est le truc est accepté, quoi. Mais non, c'était vraiment vu comme un truc de saltimbanque. Donc, il a fallu effectivement un peu se battre pour aller au bout du truc, quoi. Ouais, il y avait le côté de l'idéal de réussite sociale, c'était la petite cravate et le travail en économie à faire du tableau Excel. C'est ça, ouais. L'idée, c'était de brasser des sous rapidement et d'être bien frustré à 30 ans, quoi. Mais j'ai pas choisi cette vie. Et cette transition, t'as réussi à la faire facilement ou Non, je pense que le plus dur, c'est comme pour la plupart des transitions, c'est mental, hein, c'est psychique. C'est est-ce que mentalement, tu te fais violence, à quel stade tu arrives à justement prendre le pas, à tourner le truc. Donc moi, j'étais en études supérieures de commerce et tout. J'avais du mal, quoi. Il y avait des choses, forcément, je vais pas cracher dans la soupe. Sur 15 matières, t'en as toujours 2 ou 3 qui sont toujours super intéressantes. Mais les 10 autres, c'était un peu la cata. Et donc, tu sais, il y avait des trucs de quotas où, en gros, tu pouvais louper un certain nombre de cours avant que ta moyenne soit impactée. Et en gros, moi, j'étais tout le temps au max de ces quotas pour aller faire de la musique, en fait, tu vois. Donc, dès que j'avais un créneau, je faisais de la musique. Et en fait, j'ai autant bossé la musique que les cours, je dirais, alors que la musique, c'était officieux et les cours, c'était officiel. Mais du coup, quand je disais lancer là-dedans, c'est du coup, t'as commencé, entre guillemets, dans la musique sans aucun contact, sans rien, juste en essayant. Rien du tout. Moi, en plus, je viens pas de Paname et tout, donc il y avait un truc où vraiment aucun pied à l'étrier, aucun manager, rien du tout. Donc, t'apprends en prenant des gifles dans la gueule, hein. Donc forcément, je me suis fait avoir sur des petits trucs au début, mais ça permet de forger et de faire grandir. Et puis après, c'est des rencontres, en fait. C'est des rencontres de ouf et c'est des choix, quoi. La rencontre avec Lompal, à un moment où Lompal, ça avait pas explosé, le fait qu'on ait bossé ensemble et qu'après, ça a eu un succès de ouf. La rencontre avec Lord Esperanza, notre EP Drapeau Noir et tout ce qui s'est créé, le fait que ça ait marché assez rapidement. Et là, le choix, il est, t'as la possibilité de vivre d'un SMIC, mais vivre de ta musique assez rapidement, ou retourner dans cette voie classique. Et là, après, c'est là où on en revient à ce que je te disais au début, c'est un peu mental, c'est un peu psychique, quoi. Oui, j'avais mis ton avis sur, du coup, vu qu'on parlait des études, sur les études dans la musique. Du coup, toi, c'est pas spécialement ce que t'as fait. T'as plus appris en autodidacte, mais quel avis t'as, entre guillemets, sur le fait d'apprendre la musique par des études et du coup avec moins d'expérimentation et plus de théorie? Ouais, je pense que c'est une superbe école, en fait. Quel que soit le domaine des études, si t'es passionné et que t'as, entre guillemets, la capacité d'en faire, fais-en, quoi. Par contre, ça suffit pas. Et même à l'inverse, à côté, être que autodidacte, ça suffit pas, tu vois, à tel point que moi, aujourd'hui, par exemple, je prends des cours de piano parce que j'arrive à certaines limites, tu vois. Ouais, pour compléter. Ouais, exactement. C'est que YouTube a été exceptionnel pour me comprendre comment fonctionne un piano et comment tu comprends la musique sur un piano, et ça, c'est génial. Mais le truc qui est horrible, c'est que, par exemple, en termes de doigté sur un piano, j'ai tout faux, quoi. Donc, j'ai 3 années d'autodidacte à déconstruire parce que je place mes doigts au mauvais endroit, même si la musique qui sort est cool, tu vois. Toi, t'as aussi, t'es arrivé, entre guillemets, dans la période SoundCloud, qui a beaucoup aidé, vu que c'était la période où justement, par rapport à ce que tu disais, que tu venais pas d'un milieu musical, ou que tu n'avais aucun contact, ou c'est la période où on a vu plein d'artistes arriver par ça? Ouais, c'est exactement ça, tu as tout résumé. Je pense que SoundCloud, c'était une utopie incroyable pour toutes les personnes qui faisaient de la musique dans leur chambre en disant mais
putain, on a le droit de créer des hybridités comme ça, on a le droit de faire des mélanges comme ça, on a le droit de sortir des morceaux le soir, d'aller se coucher, le lendemain, c'est partagé par un mec en Australie et par un mec à Taïwan. Enfin, ouais, c'est trop beau, en fait. Je pense que SoundCloud, en 3 ans, on a gagné 10 ans d'expérimentation musicale, tu vois. Aujourd'hui, la musique, elle tourne en rond, quoi. Tout est ultra codifié et SoundCloud, ça a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière. Et la preuve, c'est qu'il y a plusieurs producteurs de SoundCloud qui aujourd'hui sont des mecs de renom ou en train de le devenir. Ouais, ça a rendu plus accessible en fait le fait de pouvoir se lancer dans ce milieu. Ça a rendu en fait tout possible, quoi. T'as pas de contact, t'as pas de moyens, mais t'as du talent, c'est possible. Alors qu'aujourd'hui, juste avoir du talent, c'est 5%, quoi. Il y a trop de gens talentueux partout, en fait. Il y a un côté très sain dans l'esprit. Bah ouais, parce que même la compétition, elle est positive, tu vois. C'est en mode, toi, tu suis des gars, t'écoutes ce qu'ils font, ils sortent des nouveaux trucs, tu trouves ça ouf, tu te dis, putain, il faut que je les rattrape. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des trucs ouf, mais si, entre guillemets, l'algorithme de Spotify ou Deezer te le recommande pas, bah, vas-y, va passer des heures à essayer de le trouver, le frère, tu vois, et bon courage. Ouais, il y a le côté beaucoup plus compétitivité sur la qualité que sur les streams. Ouais, c'est ça, tu vois, la preuve, le truc, c'est que t'avais des mecs qui pouvaient partager des morceaux qui, en termes de chiffres, n'avaient absolument rien à voir. Aujourd'hui, notamment Spotify, qui vraiment te met des chiffres partout, quoi. T'arrives sur une page d'artiste, il y a le nombre d'auditeurs, tu cliques sur un morceau, il y a le nombre d'écoutes. Oui, une musique est bien en fonction du nombre de streams qu'elle fait aujourd'hui. Ouais, c'est presque ça, c'est presque ça. Comment t'arrives, toi, à avoir un rapport entre qualité et productivité ? Bah, en vrai, c'est essayer de partitionner un peu le temps entre les choses qu'il faut faire et la partie un peu kiff, tu vois. C'est vraiment essayer de diviser, entre guillemets, la journée en 3. Donc, je dirais, t'as un tiers, entre guillemets, qui sont pour toi, qui sont les trucs qui te permettent de mettre dans les bonnes conditions. Genre, par exemple, moi, c'est la bonne bouffe et faire du sport, tu vois. Donc ça, c'est les trucs qui permettent d'avoir l'énergie, d'avoir la vivacité. T'as l'autre tiers du temps, c'est les projets un peu plus relous, dans le sens où quoi qu'il arrive, il faut faire des trucs relous dans la vie. Donc autant essayer de faire des trucs relous vers des choses qui ont de l'intérêt pour toi. Et après, le dernier tiers, je me le garde vraiment pour entre guillemets, me faire kiffer, quoi. La créativité pure, c'est-à-dire je sais pas trop où je vais, j'ai des inspi du moment, je tente des trucs, je creuse des choses. Je pense que chacun a sa méthode. Le but, c'est de comprendre comment on fonctionne, quoi. Mais ce que tu appelles le deuxième tiers, toi, ça va être... en fait, c'est de l'entrepreneuriat, étant donné que t'es pas avec une grosse structure. Ouais, c'est ça. Mais même les gens qui sont avec des grosses structures aujourd'hui sont obligés d'être un peu entrepreneurs, d'être un peu autonomes. Ou sinon, il faut que tu aies des managers, des juristes, des trucs, des machins. Mais si tu as tous ces gens-là, il faut du coup chapeauter. Donc, soit tu as beaucoup d'argent et tu as beaucoup de gens qui bossent pour toi, soit tu te démerdes et tu prends conscience de ton environnement et t'avances, quoi. J'avais mis aussi, est-ce que tu t'isoles entre guillemets pour être productif? Parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, aujourd'hui, on est vite bouffé dès qu'on essaye de se mettre à fond dans un truc. Ah ouais, à fond. Moi, quand je suis chez moi le soir et que je fais du son, je pense qu'à partir de 21h, allez, 22h, je réponds plus à mon téléphone, je suis même en mode avion, tu vois. Quand tu es dans une bulle créative, il faut cultiver ta bulle créative, il faut être entaché juste à ce que tu as envie de voir à ce moment-là, ce que tu as besoin de voir. S'il y a des parasites, ça déconnecte trop, c'est dans un autre créneau. Et même les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est bien parce que c'est un bel outil d'émancipation, mais c'est chronophage à souhait, c'est que des mauvais sentiments. C'est de la comparaison un peu malsaine. Tu l'utilises parce qu'il faut, parce que ça fait partie, entre guillemets, du jeu. Mais pour tout ce qui est créativité, tu coupes complètement. Ouais, après, pour tout ce qui est de créativité, tu vois, par exemple, ce que je peux faire, c'est que si jamais je suis en mal d'inspi, j'ai plein de playlists Spotify et du coup, je vais creuser dans mes playlists en fonction de mon mood. Donc, les réseaux peuvent devenir inspirants là-dessus. Mais une fois que tu as lancé le processus et que toi, tu t'es lancé dans la création, là, ouais, je coupe tout, ouais. Et par rapport à ce qu'on disait, cette productivité et le fait de s'isoler, le confinement, du coup, toi, est-ce que c'est une période qui t'a permis, du coup, d'être beaucoup plus productif et d'être à 200% là-dedans ou est-ce qu'au contraire, ça t'a complètement pénalisé? De toute façon, moi, je me confine toujours 3-4 jours semaine, un peu, dès que je peux, pour justement créer. Et en fait, du coup, quand le confinement est arrivé, moi, ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, le truc qui était cool, c'est qu'en fait, je me rends compte que la vie avant le confinement, elle allait à 4000 à l'heure, quoi. C'était un rythme un peu insoutenable, en fait. On dormait peu, on faisait des sessions partout, il n'y avait plus de week-end, il n'y avait plus de vie perso. Enfin, tout était trop mélangé, quoi. Ouais. Ça a calmé cette envie de productivité et puis C'était même pas une envie, c'est un truc où tu es pris dans un rouage et en fait, il faut aller à 1000 à l'heure tout le temps et tous les gens autour de toi vont à 1000 à l'heure et toute l'industrie va à 1000 à l'heure et en fait, si tu veux faire partie de la machine, tu dois aller à 1000 à l'heure, quoi. Et du coup, tu t'en rends pas trop compte
Et quand t'es fatigué tout le temps, tu te rends pas compte que t'es fatigué tout le temps, et puis ça devient une petite spirale, quoi. Pour toi, du coup, par rapport à, entre guillemets, toutes les passerelles que tu as pu avoir, est-ce que pour toi, il y a une partie de chance dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer sur ton parcours? Ouais, de ouf, de ouf. Je pense que ceux qui diront l'inverse, ils sont dans le déni, hein. Il y a des opportunités qui se créent, il y a des wagons qui passent. Est-ce que tu es capable de les voir? Est-ce que tu es prêt à les entendre? Est-ce que celui-ci est bon? Est-ce que celui-ci est pas bon? Est-ce que telle personne va te permettre de rencontrer? Putain, en fait, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de prises en compte, il y a tellement de choses qui se passent à droite à gauche. Il y a, en plus, la musique, il y a un côté tellement aléatoire. Enfin, dans l'artistique général, il y a pas de recette, tu vois, c'est pas un théorème mathématique, quoi. Et il y a ce truc-là où si tu reconnais pas que la chance, que le hasard, que le destin, comme on disait, tu mets le mot que tu veux, fait partie du processus, bah c'est que ouais, t'es un peu dans le déni. Donc ouais, bien sûr, il y a plein de choses. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi comme ça? Que ce soit positif ou négatif, hein, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la reconnaissance des beatmakers par rapport aux artistes et particulièrement dans le rap où le beatmaker n'est pratiquement jamais cité. Enfin, faut aller regarder derrière la pochette. Toi, je sais qu'avec Lord Esperanza, c'est écrit sur Spotify, enfin, il y a les deux noms, mais pour la plupart, même sur ton son avec Lumpal, c'est pas du tout noté. Faut vraiment aller fouiller pour s'en rendre compte. Est-ce que tu penses que ça, entre guillemets, ça fait partie du jeu et que ça fonctionne comme ça, ou qu'on va voir, entre guillemets, la manière dont ça fonctionne un peu changer avec des albums faits par des beatmakers avec plusieurs artistes dessus, et l'inverse? Moi, je refuse le truc de c'est comme ça, du coup, ça va pas changer, en fait. C'est en mode non, si les choses, elles sont comme ça, c'est parce qu'il y a un truc de cause à effet qui a amené qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais si tu crées des nouvelles causes, et ben, les effets plus tard seront différents. Donc, forcément, tout est malléable et rien n'est figé dans le temps, quoi. Tout bouge. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi pour dire que effectivement, il y a encore un manque de reconnaissance, même si il y a beaucoup de producteurs qui choisissent d'être dans l'ombre. C'est aussi un choix, tu vois. Et ça, c'est cool. Il y a d'autres, à l'inverse, tu vois, dès qu'ils font des collaborations, que c'est vraiment des entités partagées qui décident de mettre ça en avant, comme c'était notre cas avec Lord Esperanza, dans le sens où moi, j'ai tout produit, mais c'était une époque où je faisais un peu le taf de management aussi, tu vois, pour l'organisation des clips, l'organisation des budgets. Pendant la tournée, c'était moi qui manageais tout ça. C'est moi qui gérais le merch aussi sur les premiers temps. Enfin, tu vois, il y avait un truc où genre c'était plus ample que tout ça. Donc, c'était un moyen de vraiment d'affilier et de montrer surtout que le rappeur te montre à quel point en fait t'es important dans le projet, tu vois. Donc après c'est des choix à faire parce que tu vois à l'inverse je trouve qu'aujourd'hui ça change bien, tu vois, cette année Flemme avec toute l'exposition qu'il a eu justement avec Freeze Corleone, ça explose et ça lui permet de faire des trucs vraiment super. Même son EP avec Django qui est carrément appelé SO le Flemme, c'est trop bien. Tu vois, je vois que Casboy il continue à sortir ses trucs et à s'émanciper en solo comme le fait Midsizer, et c'est plus des beatmakers maintenant, c'est des artistes à part entière. Et du coup, ouais, je pense qu'on est dans un truc où c'est en train d'évoluer et les gens sont en train de comprendre qu'en fait, les producteurs sont des artistes à part entière. Petite voix off pour préciser que Itsama, dont on va parler juste après, est un duo composé de majors mineurs et de Jones Blank. Et ensuite, j'avais mis un dernier point sur Itsama et je voulais te demander, est-ce que pour toi, ça a été un moyen de produire avec moins de contraintes par rapport aux autres projets que tu as pu faire avant? Bah en fait, c'était différent parce que quand tu lances un projet en totale indépendance, tu as beaucoup de contraintes, mais c'est pas les mêmes. Et du coup, c'est d'autres challenges, c'est d'autres manières de voir. Et dans le sens où tu parlais tout à l'heure de côté entrepreneurial, bah là, c'est beaucoup plus le cas. Tu es beaucoup plus livré à toi-même, quoi. Et c'est ce qui est cool avec ce projet Itsama aussi, c'est que c'est une vraie aventure un peu nouvelle à part entière, dans un autre créneau artistique, dans un autre truc. Et c'est une relation humaine qui est extrêmement forte, puisque Jones Blank, mon binôme, c'est tu vois, j'aime bien, c'est cette phrase qui dit que c'est mon ami d'enfance depuis 5 ans, quoi. Non, c'est très cool. Je suis content de pouvoir faire les deux, de à la fois bosser sur des immenses projets avec des mastodontes de l'industrie et à côté avoir des trucs vraiment plus perso, vraiment plus indé. Je kiffe le fait d'avoir un peu un complément, quoi. Ouais, d'avoir les deux, d'avoir d'un côté une grosse exposition qui permet aussi d'un autre côté de ramener des gens sur des projets plus personnels avec plus de liberté artistique. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Même au-delà tu vois, de l'exposition, c'est même un peu la référence, quoi. Le fait de savoir que tu bosses avec un tel, que tu as fait su sur un tel. Et tu vois, moi, justement, le truc, l'étiquette multiplatine, moi, c'est une bénédiction. Donc, tu vois, tu parlais de chance, c'était dans le sens où, à l'époque où je bossais avec Antoine, avec Lumpal, putain, quand on s'est vu pour bosser sur Flip, parler de disque d'or, c'était pas à l'ordre du jour, quoi.
Tu vois, et moi, je bossais avec lui parce que la vision artistique, en fait, je trouve que ce qu'il proposait, notamment à l'époque avec ce qu'il faisait avec son beatmaker Stu, moi, je trouvais ça trop cool. Je trouvais qu'il y avait un créneau de ouf. À l'époque, des artistes au niveau de popularité de Lumpal, il y en avait plein. Le fait que tu sois allé proposer à Lumpal, c'est aussi qu'il y a, au-delà de la chance, un côté où t'avais une certaine vision de la chose. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, là, tu touches un point sensible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté de la vision, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, la vision, elle est de quand je l'ai entendu rapper, quand j'ai vu sa maîtrise de la langue française, quand j'ai vu son magnétisme sur scène et tout, tu te dis, OK, putain, il y a un truc à faire. Et c'est toutes les choses qui te construisent et c'est ça qui nourrit ta vision. C'est ta vision, c'est est-ce que quand tu croises, entre guillemets, ces chemins, ce que tu as travaillé mentalement te permet de le comprendre et de le voir. Et du coup, ouais, une vision, je pense que ça se travaille quotidiennement. Donc, c'est pour ça que je te disais, la vision, tu le travailles dans ton dernier tiers de partition du temps, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me donner en commentaire, comme sur le premier épisode, vos retours, ce que je pourrais améliorer pour les prochains épisodes. J'ai essayé de prendre en compte au maximum ce que vous avez pu me dire sous la première vidéo. Et à bientôt pour un nouvel épisode, je l'espère.